La roue du temps revient et sur la base des 3 premiers épisodes de cette saison 2, tout est meilleur qu'en première saison. Si vous n'avez qu'un souvenir vague de cette première saison de La roue du temps, ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur le parcours des groupes de personnages qu'on retrouve en saison 2. Par ailleurs, je réserve pour la fin de vidéo quelques brefs commentaires pour les lecteurs ayant terminé la saga, avec d'énormes spoilers, donc ne vous inquiétez pas à ce sujet avant d'arriver à cette courte dernière section. J'ai la chance que cette vidéo soit sponsorisée par Prime Video, tout en me laissant totale liberté critique, ce qui est super cool. Et pour voir La roue du temps, ça se passe donc sur Prime Video, que je suis ravi de voir consacrer autant de moyens à la fantasy, comme à d'autres genres, avec notamment, dans mes grandes attentes personnelles de cet automne, le spin-off de The Boys, Gen V, ou encore la saison 2 d'Invincible, pour ne citer que ça. Par ailleurs, plusieurs vidéos sont disponibles sur la plateforme pour se remémorer les éléments essentiels de la première saison. On a même plusieurs cartes pour tenter de situer l'action. La roue du temps est une œuvre majeure de la fantasy, il n'y a aucun débat sur le sujet, même si on est en droit de ne pas apprécier les livres, bien entendu. Les 14 énormes tomes de cette saga littéraire, inventée par Robert Jordan et terminée par Brandon Sanderson sur la base des notes du maître, ont participé au basculement de la fantasy classique vers la fantasy moderne du début des années 90 jusqu'en 2013 pour la VO, sachant que la version française intégrale n'est disponible que depuis moins d'un an. Évidemment, cette vidéo a pour sujet le début de la saison 2 de la série, mais la question du processus d'adaptation est un point particulièrement intéressant en l'occurrence. Cette série me semble accessible aux non-lecteurs, même si la saison 1 peinait parfois à transmettre l'incroyable richesse du monde qui s'exprimait souvent de manière trop implicite ou sous-entendue pour être vraiment perçue par les néophytes. Reste le cas des lecteurs qui se diviseront inévitablement en 2 camps principaux, ceux qui voulaient une adaptation la plus proche possible des livres et ceux qui se satisferont d'un respect de leur esprit et des traits essentiels des nombreux protagonistes de ce récit gigantesque et quasiment inadaptable. Alors oui, bien sûr, il y aura aussi parmi les lecteurs ceux qui seront déçus pour d'autres raisons que l'adaptation, avec cette indéniable subjectivité des goûts et des couleurs. La première saison de la série m'avait laissé des impressions variées. La grande majorité de la distribution me semblait convaincante, voire parfois excellente, ou au moins avec un potentiel certain pour la suite. Et je suis heureux de dire que ces 3 premiers épisodes de la saison 2 viennent pour moi le confirmer sans aucun doute possible, avec des prestations intenses, nuancées, sans oublier de nouveaux arrivants dans des rôles plein de promesses eux aussi. Sur l'aspect visuel, j'étais plus mitigé pour la première saison, avec cet aspect légèrement horrifique qui fonctionnait plutôt bien, notamment sur les Trollocs que je trouve vraiment réussis, de même que les Blafards, ces terribles capitaines des forces du ténébreux, ces créatures sans yeux à la bouche garnie de dents acérées. Toutefois, la photographie d'ensemble sur la première saison manquait d'un je ne sais quoi sans doute dans la gestion d'une lumière parfois insipide, notamment dans les scènes de jour. On sent une évolution bénéfique de ce point de vue, avec une saison 2 qui semble s'être améliorée sur tous les points à vrai dire. Et même si le village du Champ Démon ainsi que la cité de Tar Valon bénéficiaient de beaux décors construits dès la première saison, on sentait aussi que ses débuts étaient légèrement étriqués dans la représentation de ce vaste monde, et là encore, rien que sur les 3 premiers épisodes de cette saison 2, on en voit plus et de manière plus convaincante et vivace. La représentation du pouvoir unique et certains gestes des Aes Sedai, ces femmes autorisées et entraînées à utiliser le pouvoir, laissaient parfois à désirer en première saison, et là encore, belle amélioration dans une saison 2 qui a su corriger le tir sur la plupart des principales critiques émises sur ses débuts. Toutefois, c'est surtout certains choix scénaristiques qui m'avaient laissé perplexe en saison 1, notamment sur un dernier épisode décevant, mettant en scène une résurrection qui n'en était pas vraiment une, mais qui y ressemblait fortement, et qui ne parvenait pas à gérer correctement certains personnages, notamment Perrine, mais pas que lui. Des déviations par rapport au livre amenaient et amènent toujours à se demander comment la série parviendra à retomber sur ses pieds suite à de telles cascades narratives, et pourtant, je ne peux qu'avouer mon plaisir de me replonger dans ces 3 premiers épisodes denses, généreux, pour ce début de saison 2. Je vais maintenant parler des différents groupes de personnages que la série a choisi de séparer davantage et plus rapidement encore que dans les livres. Je commencerai par ceux qui m'ont le moins convaincu pour arriver à ce que j'ai le plus aimé dans ces 3 épisodes. Attention donc, les spoilers relatifs à ces 3 épisodes commencent, mais aucun spoiler sur la fin des livres, bien entendu.
Vous l'aurez compris, on va commencer par ce qui fâche un peu, et pour le moment du moins, je reste sur ma faim concernant Matt Trim Cotton, qui est mon personnage préféré dans les livres. Je suis loin de désespérer, et justement parce que je ne sais que trop bien à quel point le personnage devient excellent par la suite. Mais sur ces 3 épisodes généreux pourtant, il reste le moins bien loti parmi les 7 ou 8 personnages principaux. Et quand j'évoque environ 8 personnages principaux, je prends en compte Rand, Matt, Perrine, Egwene, Nynaeve, Moiraine, Lan et éventuellement Elaine, même si la galerie s'étend bien au-delà et que l'importance des personnages varie déjà entre les livres et la série, sans parler de ceux qui n'ont pas encore été introduits dans la série, et il y en a des sacrés qui arrivent. Revenons à Matt donc. Pour rappel, il avait commis la terrible erreur de se laisser envoûter par l'appel de cette cité maudite où le groupe avait trouvé refuge en première saison, Shadar Logoth, et avait saisi une dague sertie d'une pierre rouge. La corruption de la cité, toute concentrée dans cet objet démoniaque, exacerbait les pires traits de caractère du jeune homme et menaçait à terme de le tuer. La saison 2 avait dû gérer en urgence le départ du premier interprète du personnage, sans parler des effets de la pandémie qui avait aussi pas mal impacté le tournage. Quoi qu'il en soit, c'était l'explication de sa séparation du reste du groupe. Moiraine Sedai avait lancé des Sœurs de l'Adja Rouge sur la piste de Matt, craignant certainement pour sa vie et incertaine quant à son importance pour les événements à venir dans la bataille contre le Ténébreux. Résultat, on découvre Matt prisonnier secret de Liandrin à la Tour Blanche, le centre du pouvoir des Aes Sedai, au cœur de la cité majestueuse Tar Valon. Une situation isolée et relativement dépourvue d'enjeux car Liandrin elle-même ne semble pas vraiment savoir pourquoi elle garde le jeune homme prisonnier, outre la surveillance des séquelles maléfiques que la possession de la dague aurait pu imprimer en lui. Matt joue les résignés tout en creusant patiemment le mur de sa cellule pour finalement déboucher sur la frimousse de Min, cette jeune femme capable de lire les auras des gens bien sûr autour d'elle et d'y deviner des futurs possibles. Appairer ces deux-là, Matt et Min, voilà un choix qui dévie a priori nettement des livres. Si ma mémoire est bonne, il faudra me pardonner sur ce point car ma lecture a commencé à la fin des années 90 pour se terminer il y a 10 ans. Ceci dit, dans le contexte d'une certaine menace montante, les rassembler pourrait être une riche idée, d'autant plus du fait de leur personnalité qui feront, je crois, des étincelles. Et cerise sur le gâteau, bien sûr, on comprend qu'il s'agit d'une manœuvre de Liandrin, visant sans doute à retrouver la trace de Rand, le dragon réincarné, au travers de Matt, Rand, pièce maîtresse de l'avenir de l'humanité. En effet, Min a la vision d'un Matt qui semble poignarder Rand, sachant qu'en première saison, pour rappel, les deux amis d'enfance s'étaient promis, à l'initiative de Matt, alors sous la coupe de la dague, de ne pas laisser l'autre sombrer dans la folie, venant toujours avec la capacité de canaliser la partie masculine du pouvoir unique, car à ce moment, ils ignoraient encore qui de Matt, Rand ou un autre de leurs compagnons d'enfance pourrait éventuellement être le dragon réincarné. On parle souvent de la règle du show don't tell, et pour moi, cette manipulation de Liandrin, certes simple, mais que je n'avais pas vu venir, en est une parfaite illustration quant aux capacités de manigance des Aes Sedai. Dans tout ça reste néanmoins un Matt relativement passif qui subit de plein fouet le couplet culpabilisant de Liandrin et qui est bien loin de celui qu'il devrait ensuite devenir, en tout cas de mon point de vue. Comme je vous le disais, je garde clairement espoir pour Matt, ce n'était que 3 épisodes et il reste tellement à découvrir quant à l'incroyable destin de Matt Trim Cotton. Je poursuis sur ma liste d'intérêts croissants et j'en viens directement à Rand, le fameux dragon réincarné, qui était donc un berger vivant seul avec son père en première saison. Et là je suis à la limite de la déception sans y être pour l'instant car j'ai parfaitement conscience que cette saison nous prépare sans doute, j'espère pour lui, une sacrée montée en puissance. On le retrouve donc entre les bras de Selene, cette aubergiste de 15 ans, son aîné au moins, et j'apprécie beaucoup qu'on entre dans le vif du sujet en nous épargnant leur rencontre. Ce qui est réussi avec le temps consacré à Rand durant ces 3 épisodes, c'est qu'on comprend graduellement ce qu'il est en train de faire. Alors bien sûr, il s'est rasé les cheveux pour tenter de masquer sa caractéristique physique principale, outre sa haute taille, puisque les cheveux roux sont assez particuliers et caractéristiques dans ce monde, et la plupart des gens les associent aux Aiel, ces étranges guerriers qui vivent dans un désert. Mais surtout, on découvre que Rand est employé dans ce qu'on appelle, dans ce contexte, un asile de fous. On sent la bienveillance du garçon malgré l'immense fardeau qu'il porte,
et j'ai d'abord pensé qu'il cherchait à se familiariser avec la folie qui le menace forcément, puisqu'il est le plus puissant canalisateur de pouvoir unique de cet âge. Et pour vous proposer un petit rappel à ce sujet, c'est la partie masculine du pouvoir unique, Saidin, même si ce nom n'est jamais prononcé, je crois, pour l'instant dans la série, qui a été corrompu par le ténébreux, cette figure démoniaque majeure, et qui explique que les hommes qui manipulent le pouvoir unique sont maudits et sont condamnés à devenir fous. Se confronter à la folie, voilà qui en disait déjà long sur l'état d'esprit de Rand. La plupart des jeunes hommes fuiraient une menace aussi inéluctable et terrifiante, mais lui s'y confronte directement. Puis on comprend ensuite son plan, à savoir s'occuper personnellement de Logain Ablar, le faux dragon qui a été neutralisé, c'est-à-dire définitivement coupé du pouvoir par les Aes Sedai, une castration symbolique avec des effets psychologiques terribles. En effet, la plupart de celles et ceux qui ont connu le pouvoir unique et qui en sont coupés ensuite sombrent et finissent par se donner la mort, une thématique qu'on retrouvera avec Moiraine. Rand se rapproche donc de Logain pour apprendre de lui comment maîtriser le pouvoir unique, comment tisser ses fils de terre, de feu, d'esprit, etc. pour conjurer des effets incroyables sur le réel. Pour le moment, l'arc narratif du personnage, Rand, reste un peu en arrière-plan, c'est volontaire bien sûr, mais l'alchimie avec Selene me semble encore un peu fragile. Peut-être que je ne lis pas assez la passion dans le langage corporel ou les yeux de Josha Stradowski, l'interprète de Rand, mais on verra pour la suite. Le passage dans les cercles de noblesse de Cairhien était trop superficiel, la scène a le mérite toutefois de poser les bases des machinations incessantes qui caractérisent les puissants de cette nation, qui semble en partie s'inspirer d'une France imaginaire, peut-être vaguement sous Louis XIV par exemple, mais on reste pour l'instant à la surface de tout ça. Néanmoins, cette parenthèse a aussi la qualité de souligner qu'on se situe davantage sur une époque type Renaissance plutôt que moyenâgeuse dans ce monde, dans ce récit, même si cela varie beaucoup selon les peuples et les pays pour ce qui est de l'évolution des mœurs, de la technologie, etc. Reste que les efforts sur les décors, les costumes sont extrêmement louables, ça se voit à l'écran, d'autant plus avec la diversité qu'on retrouve déjà et qui rend bien hommage aux minutieuses descriptions de Robert Jordan quant à la mode ou encore au décor de sa fresque épique où s'entrechoquent de nombreuses cultures. Au bout de ces 3 épisodes, on laisse Rand sur une éjaculation nocturne de pouvoir incontrôlé. Il se retrouve avec la poutre en feu, littéralement. Je parle bien sûr de celle qui surmonte son lit. Après Rand et toujours dans l'ordre croissant d'intérêt, pour moi j'en viens à Perrine et au chasseur du corps de Valère. Pour rappel, le corps est un instrument de musique mythique dont on dit qu'il permettrait d'appeler sur le champ de bataille des héros des âges passés capables de guerroyer au service du possesseur de l'objet magique. Dans la série, le corps était caché sous le trône de la cité de Fal Dara en bordure de la désolation du Nord où vivent l'essentiel des troupes monstrueuses du Ténébreux. En fin de première saison, ce corps avait été volé par Padan Fain, celui qui était le souriant colporteur des Deux Rivières, village d'enfance des héros, et qui s'avère être un redoutable suppôt des ténèbres et bien plus encore. Rappelez-vous, Perrine était présent durant ce vol et il accompagne les survivants de Fal Dara sur la piste du précieux corps et de Padan Fain, une piste jonchée de massacres et d'atrocités. Pour rappel, Perrine, c'est un gaillard très costaud, un forgeron, qui en première saison avait, durant l'attaque des Deux Rivières par les Trollocs, tué son épouse, par erreur bien sûr, et c'est une invention de la série qui avait beaucoup fait parler les fans des livres, et on verra où ça va le mener, mais quoi qu'il en soit, ce qui reste au cœur du personnage, c'est son rapport délicat avec la colère, la violence. Perrine était, je pense, un peu perdu dans la masse et en retrait en première saison. Ici, on commence à percevoir le potentiel du personnage, même s'il a encore bien du chemin à parcourir. Dans son groupe, on retrouve Loyal, Logier, ce peuple non humain, réputé pour leur longévité, leur force, leur calme et surtout leur capacité à s'occuper des arbres, tout comme à concevoir des bâtiments d'une finesse inatteignable pour l'artisanat architectural humain. Cette saison 2 nous introduit Elias, un traqueur dont les yeux d'or nous révèlent immédiatement qu'il partage avec Perrine ce pouvoir encore indéfini en lien avec une perception aiguisée du monde et les loups. On remarque ici pour les lecteurs que le personnage a été fusionné avec celui du flaireur de Shienar, Urin. Ainsi, les pouvoirs de Perrine recouvrent dans la série ceux des flaireurs capables de suivre la piste du mal avec d'autant plus de facilité que les actes commis ont été horribles. De mon point de vue, c'est un choix excellent qui résonne thématiquement avec le flair des loups et leur capacité à traquer une proie sur des dizaines de kilomètres.
On retrouve aussi le personnage de Uno, ce guerrier borgne au débit d'injures incomparables. Le showrunner avait toutefois prévenu les fans, les chouchous des lecteurs allaient devoir mourir, certains d'entre eux, dans la série, qui ne peut se permettre d'accumuler des centaines de personnages au fil des saisons. Car oui, le grand intérêt du groupe de Perrine dans ces 3 épisodes, outre l'introduction prometteuse d'Elias, qui aggrave la classe quand même, c'est bien sûr de nous amener à une première rencontre sanglante avec les Shonchan, et quelle magnifique entrée en matière. L'efficacité impitoyable des envahisseurs venus de l'autre côté de l'océan à l'ouest du continent ne laisse aucun doute. On a des combats qui sont violents, percutants et savoureux, et des combats surtout qui parviennent à bien mettre en valeur les prouesses, aussi bien celles des guerriers de Shienar, celles de Perrine, celles de Loial aussi, avant de démontrer à quel point le pouvoir unique fait toute la différence dans un affrontement. Les costumes étranges, si différents et inquiétants rendent parfaitement justice aux descriptions des livres de cette civilisation devenue totalement étrangère après 1000 ans ou plus de séparation du continent dont elle est pourtant originaire. Les ordres de Dame Suros avec le mouvement de ses ongles démesurés, la brutalité de l'exécution d'Uno et la façon dont les femmes capables de tisser le pouvoir unique sont transformées en simples outils de mort, tout est résumé avec une délicieuse violence dans cette arrivée en fanfare. On est à milieu de la série Young Adult que certains voulaient pointer du doigt avec la saison 1, simplement parce que les personnages sont jeunes et ont des sentiments amoureux. La série est bien plus que ça, et l'œuvre dans son ensemble a une portée incomparable. Je voudrais aussi souligner le plaisir de voir 3 vrais épisodes d'1 heure et plus chacun. C'est tellement plus dense et riche que certaines séries actuelles, qui tombent parfois sous les 30 minutes par épisode, qu'on sent vraiment l'envie de donner le maximum aux spectateurs. Évidemment, j'aurais préféré une saison comprenant 10 épisodes, mais on sent que Rafe Jenkins et son équipe ont poussé les curseurs au maximum pour proposer le plus de contenu possible sur le décompte d'épisodes et le budget imparti. À égalité d'intérêt pour moi avec le groupe de Perrine, j'en viens maintenant à Moiraine Sedai et à Allan Mandragoran, son warder ou champion dans une VF à laquelle j'ai parfois encore du mal à m'habituer en vieux lecteur de VO que je suis. Le choix de nous montrer une Moiraine coupée de la source est audacieux, mais mon Dieu que c'est bien interprété. La question du déséquilibre inattendu et de la mésentente entre Moiraine et Lan pourrait être ennuyeuse et lente, mais j'en ai pensé tout le contraire. Les nuances, la richesse, la frustration terrible de cette relation, la froideur calculée de Moiraine pour repousser Lan et le protéger d'une mort qu'elle pense certaine, tout ça était fascinant. Et qui plus est, on a aussi l'introduction d'un personnage important, sans trop en dire, avec Veryn Sedai, qui bénéficie d'une interprétation des plus prometteuses. Privée de son lien presque vital au pouvoir unique, Moiraine, au lieu de se morfondre, se concentre sur des tâches physiques et mentales ardues, éreintantes, même si elle exprime sa détresse cachée seule dans son bain. Et on reconnaît là la référence directe au premier épisode de la première saison, alors qu'elle pouvait réchauffer l'eau d'un simple geste pour saisir la source de saïdar, le pouvoir féminin, qu'elle tente désespérément ici de retrouver, mais qui lui échappe. Quand elle ne porte pas des sauts très lourds à flanc de colline, Moiraine concentre toute son énergie à comprendre ce qui se trame pour l'ultime bataille. Et c'est ainsi qu'elle prend conscience que ce qu'elle avait pris pour une victoire à l'œil du monde en fin de première saison n'était qu'une terrible défaite entre les mains d'Ishamael, le premier des réprouvés, ces humains au service du ténébreux et capables surtout de maîtriser des quantités incroyables de pouvoir unique. Et un petit mot rapide au sujet d'Ishamael avec cette scène d'introduction de la saison que j'ai trouvée excellente, avec encore une fois, je me répète, mais un gros plan sur un visage de Trolloc avec cette petite fille dans les bras d'Ishamael. Tout ça était dérangeant, extrêmement bien fait esthétiquement. Et on a cet homme, ce meneur des réprouvés, qui va poser des questions presque philosophiques et qu'on devrait retrouver au fil des saisons à venir avec un rôle essentiel, sachant que je suis content que la saison 2 ait pu rapidement lever cette ambiguïté. Est-ce qu'il s'agissait vraiment du ténébreux? Non, tout simplement, c'était un réprouvé qui a su se faire passer pour le ténébreux et qui a donc piégé Moiraine et Rand. Moiraine va recevoir un capitaine de navire, Bail Domon, dont l'accent, en version live, vient magnifiquement exprimer ce qu'on pouvait espérer de lui depuis les pages des livres. Il apporte une relique, un morceau de Cuendillar brisé, ce qui est normalement impossible, et surtout le texte retrouvé sur ces blocs brisés. Le Cuendillar, c'est un matériau indestructible créé à l'aide du pouvoir, du moins il l'était durant l'âge des légendes, car ce secret s'est perdu depuis, comme bien d'autres.
Rappelons-le, La Roue du Temps est un récit post-apocalyptique, même si cette apocalypse remonte à bien des millénaires en arrière. La fin du premier épisode est marquée par un affrontement dans les ombres contre 3 blafards. Ce qui me déçoit un peu pour Lan, c'est la décision de montrer la capacité de Moiraine à en tuer un de sa dague en le surprenant, alors que Lan était sur le point de mourir face aux 2 derniers. Autre petite déception, la scène est un peu trop sombre il me semble, même si je dois encore la revoir en format 4K grand écran, cela manquait un peu de lisibilité sur mon moniteur Full HD. Alors certes, la rupture du lien entre Moiraine et Lan implique aussi que le surcroît de force, d'endurance et de vitesse dont bénéficient les champions a aussi disparu pour Lan, néanmoins il reste un des plus grands épéistes de ce monde. Alors là je suis partagé, d'un côté je comprends l'intérêt de ne pas le montrer comme invulnérable, d'imaginer un échec pour lui et pour lui offrir un chemin à gravir dans la suite, mais de l'autre je ne peux que serrer les dents en le voyant perdre l'épée à la main, même si c'est contre 2 blafards, des créatures nettement supérieures aux combattants humains aguerris. C'est aussi du fait de ce danger que représentent les blafards qu'il est si étonnant que le groupe de Perrine, pour revenir un instant sur lui, en trouve un cloué à une porte, ce qui en dit long sur le danger que représente dorénavant Padan Fain, l'ancien colporteur que j'espère rapidement revoir dans les épisodes à venir. J'en reviens à Moiraine qui va donc blesser émotionnellement Lan. Ce qui n'est pas encore évident sans doute, c'est qu'elle le fait a priori en raison de l'affection qu'elle a pour lui et de sa crainte de le voir mourir, alors qu'elle-même n'aura aucun scrupule à se sacrifier si besoin maintenant qu'elle a perdu son lien au pouvoir unique. Et ce que la série ne dit pas encore, c'est... Bon, non, ok. Je vous laisse la surprise au non-lecteur. Et j'en viens enfin au dernier groupe, celui qui, pour moi, propose l'intrigue la plus passionnante et les moments les plus intenses de ces 3 premiers épisodes. J'étais loin d'être convaincu initialement que les novices de la Tour Blanche seraient mes favorites de cette saison 2, et pourtant. Egwene et Nynaeve sont absolument excellentes, et Liandrin, la sœur rouge, prend une place nettement plus importante qu'on aurait pu le penser. Et de mon point de vue, tout comme en première saison, Zoe Robbins explose tout dans le rôle de Nynaeve en transformant l'un des personnages qui était parfois perçu comme un peu agaçant dans les livres en une véritable révélation. Et le plus parfait dans tout ça, c'est que Madeleine Madden, qui est l'interprète d'Egwene, parvient carrément à suivre le niveau en campant donc une Egwene en proie à la jalousie malgré toutes ses inestimables qualités. Et cet ensemble nous offre des scènes que j'ai vraiment appréciées et qui permettent d'imprégner d'autres scènes plus mystiques, plus dangereuses, d'une véritable gravitas. L'épreuve des 3 arches pourrait rapidement tomber dans des clichés d'épreuves fondées uniquement sur des illusions, des faux dilemmes, mais non, la série relève le défi haut la main grâce à son écriture, son interprétation qui viennent piéger le spectateur pour mieux le saisir aux tripes et le mettre à la place de Nynaeve, dont la plus grande peur a toujours été de ne pas pouvoir aider ou sauver ses proches, ceux à qui elle tient. Et à tout cela s'ajoute l'introduction d'Elaine Trakand, l'héritière du trône d'Andor, qui vient suivre le noviciat à la Tour Blanche, une introduction qui est elle aussi une parfaite réussite de mon point de vue. En quelques scènes seulement, on va venir jouer sur le cliché des caprices de princesse pour ensuite déjouer tout ça en montrant la force de caractère et la loyauté dont la jeune femme est déjà capable, malgré sa jeunesse passée dans le luxe, alors qu'elle accepte sans broncher 3 mois de punition corporelle pour ne pas donner le nom d'une autre qui aurait été punie à sa place. On a déjà hâte de suivre la suite des aventures de ce trio de femmes qui ne sont pas simplement des caricatures de Wonder Woman, des Mary Sue comme on dit, mais bel et bien des personnages à part entière aux multiples facettes et profondément attachantes et touchantes. Surprise aussi de voir l'importance de Liandrin et la justesse de la découverte au sujet de son vieillard de fils. Encore une fois, show don't tell, quelle parfaite façon de mettre en perspective ce don et ce fardeau à la fois qu'est celui des Aes Sedai et de leur vieillissement extrêmement ralenti. Liandrin ne veut pas qu'on puisse lui connaître un moment de faiblesse ou de tendresse, pire, elle se sent mise à nu, percée à jour, au-delà du granit qu'elle présente habituellement au monde. C'est à cet homme que Moiraine faisait référence en saison 1 pour contrer les manigances de la Sœur Rouge, et on comprend à quel point notre chère héroïne de l'Adja bleue peut se montrer parfois sans pitié. Après ces 3 épisodes, j'ai très envie de voir les suivants, cela faisait longtemps qu'un début de saison ne m'avait pas autant motivé. J'espère que la série rencontrera le succès qu'elle mérite, notamment en France, et que la suite sera au moins aussi réussie que ces 3 premiers épisodes, en corrigeant, j'espère, le tir concernant Matt et en faisant monter Rand en puissance, notamment, pas tant en termes de pouvoir que d'enjeux personnels. Je vous invite à faire attention dans vos commentaires, que j'espère nombreux sous la vidéo, attention aux spoilers concernant les livres, merci de mentionner spoiler livre en début de texte pour protéger le plus possible les non-lecteurs
ou ceux qui n'ont pas terminé la lecture, si évidemment vous parlez de spoiler livre dans votre commentaire. Pensez donc à commenter ces 3 épisodes et dites-moi ce que vous en avez pensé, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui suivra, et notamment les vidéos que je consacrerai chaque semaine à chacun des prochains épisodes. Et comme promis, j'en viens maintenant à quelques mots rapides vraiment pour les lecteurs. On a donc eu une mention de Mazrim Taim, ce qui balaie la supposition selon laquelle son rôle aurait potentiellement pu être fusionné avec celui de Logain, et j'en suis ravi, car je crois qu'il aurait été dommage de perdre cette opposition entre ces 2 versions d'un faux dragon. L'inquiétude de Moiraine face à ce que Verin Sedai sait déjà concernant le dragon était vraiment délicieuse, et je pense qu'on est parti pour un chassé-croisé de haute volée entre ces 2 stratèges. Vous le savez, Verin est un personnage au parcours vraiment admirable dans l'écriture des romans, et nous voilà bien partis pour en avoir une version live haut niveau. Je me demande si Mat et Min vont directement rejoindre l'intrigue des Seanchan, et surtout comment la chance de Mat finira par s'exprimer dans la série, sans parler de ses souvenirs du temps passé. Je n'ai pas encore suffisamment d'éléments pour savoir ce que je pense de Selene pour le moment. On sait bien son importance majeure, et qu'elle soit déjà si proche de Rand en dit long sur les capacités de Lanfear et sa longueur d'avance. Je suppose que la saison se terminera sur la bataille de Falme, et j'espère que les moyens seront suffisants pour nous offrir quelque chose d'aussi marquant que dans les livres. Ce qui est clair, c'est que les choix de l'adaptation et la distance prise avec les livres vont réserver des surprises aux lecteurs, ce qui n'est pas plus mal, tant qu'on restera dans ce niveau d'intérêt des épisodes et de respect de l'essence des personnages. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Salut!